qui a pour mission essentiellement de démocratiser l'investissement auprès des femmes. Moi, j'ai remarqué que entre femmes, on parlait relativement peu d'argent et encore moins d'investissement. Enfin, quelqu'un qui n'a pas d'apport ou qui n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, est-ce qu'elle peut bénéficier des services que vous proposez ? Oui, finalement, l'investissement, c'est plus de commencer tôt que de mettre forcément des grands montants. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo thématique business. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Gerby de Femka. Bonjour Hélène. Bonjour Kemal. Comment vas-tu ? Très bien. Hélène, bienvenue sur les podcasts de Parler Partager. Est-ce qu'on peut te connaître un peu plus précisément ? Qui es-tu ? Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Alors, qui je suis ? Je suis une entrepreneure. J'ai 31 ans. J'ai fondé Femka. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai fondé Femka il y a 2 ans. D'accord. Maintenant, qui a pour mission essentiellement de démocratiser l'investissement auprès des femmes. Et avant ça, j'ai eu une précédente carrière dans des grands groupes où je travaillais sur des fonctions marketing, donc une réinvention professionnelle. Je pense un peu comme beaucoup, je pense la trentaine arrivant, j'ai eu envie de changer de vie et puis de me rapprocher aussi de ce qui m'animait vraiment, ce qui avait du sens pour moi. Voilà. Donc Femka, ça fait 2 ans. Il y a sûrement eu beaucoup de hauts et de bas. On va en parler rapidement et je pense que le projet est très intéressant. Le projet est à destination des femmes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? Enfin, le projet, l'entreprise plutôt, les services proposés par ton entreprise est à destination des femmes. Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail ? Oui, alors donc Femka est née en effet il y a 2 ans d'un constat personnel et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Hein, ça part d'un constat qu'on fait auprès de ses proches ou de ses amis. Moi, j'ai remarqué que entre femmes, on parlait relativement peu d'argent et encore moins d'investissement. Personnellement, j'avais commencé à investir il y a déjà quelques années quand j'ai commencé à travailler par on va dire un goût du challenge, parce qu'autour de moi, je voyais mes amis, donc essentiellement des hommes, mon compagnon qui investissait. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi moi, j'y vais pas ? Pourquoi moi, je me l'interdis ? Et en fait, ça a commencé un peu à maturer tout ça. Moi, à ce moment-là, j'ai rejoint plein de réseaux de femmes et je me suis dit, c'est quand même fou qu'on n'évoque jamais ce sujet-là. Et donc, c'est comme ça qu'est née Femka, avec cette volonté finalement de créer la plateforme que moi, j'aurais aimé trouver au moment où j'ai commencé à investir et que je me posais plein de questions. Ça, c'est un peu la genèse. Et justement, les investissements, c'est de quel type ? Enfin, quelqu'un qui n'a pas d'apport ou qui n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, est-ce qu'elle peut bénéficier des services que vous proposez ? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'on a souvent cette vision de l'investissement comme quelque chose où il faut déjà être entre guillemets fortuné, avoir déjà finalement tout un socle de connaissances. Donc il y a vraiment cette vision-là qui est aussi nourrie médiatiquement par une image rendue ultra complexe aussi et assez élitiste du monde de l'investissement. Non, là l'idée vraiment quand on parle d'investissement, déjà pour reclarifier, c'est plutôt parler à la fois, on va parler d'investissement sur les marchés financiers, mais on va parler aussi d'investissement dans l'immobilier. On va parler aussi plus globalement des finances personnelles parce qu'en fait, ça va au-delà du seul sujet de l'investissement. On va parler par exemple de la question du bien-être financier ou de la question du budget. Et donc oui, on peut commencer à investir même avec des petits montants. Et ça, c'est vraiment un message qu'on essaie de faire passer parce que ce qui compte finalement en investissement, c'est plus de commencer tôt que de mettre forcément des grands montants. Et je pense qu'il y a un gros enjeu aussi autour de ça pour changer cette vision-là pour démocratiser ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se dire je ne gagne pas beaucoup d'argent pour investir, pour épargner, etc. Donc, dans les solutions que vous proposez, on n'est pas obligé d'avoir des gros montants d'apport et une grosse partie d'épargne, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est de l'éducation financière. Donc en fait, en termes de solutions, on ne propose pas d'opportunité d'investissement. Donc en tant que tel, pour se former, il n'y a pas une notion d'avoir un montant minimum. Après, bien sûr, en fonction des types d'investissements vers lesquels on va se diriger, certains types d'investissements demanderont un capital initial plus important. Par exemple, sur l'immobilier, généralement, il va falloir avoir une épargne avant projet, une épargne après projet.
projet. Après, nous, ce qu'on aime bien toujours rappeler, qui est plutôt une notion, une manière de se sécuriser d'un point de vue financier, c'est que c'est important d'avoir ce qu'on appelle un matelas de sécurité, c'est ce qu'on va appeler l'épargne de précaution avant d'investir. Parce que le risque, finalement, quand on investit, c'est de se retrouver à investir de l'argent dont on peut avoir besoin à très court terme. Et c'est là que ça devient plus risqué. Donc, l'épargne de précaution, elle est quand même nécessaire. Après, c'est plus une notion de mettre un peu ses finances au carré pour avoir aussi un montant qu'on va pouvoir investir. Mais encore une fois, ce qui compte plus que le montant, c'est de le faire de manière régulière. Comme beaucoup de sujets d'ailleurs, la régularité, ça compte, et le temps long. Et justement, vos solutions sont à destination principalement des femmes, c'est ouvert aussi aux hommes ou pas du tout. Et après cette question, j'ai une deuxième question. Pourquoi, en fait, les femmes investissent moins que les hommes? Alors, donc, nos solutions aujourd'hui d'éducation financière, peut-être aussi pour redonner un petit peu de contexte, ce sont des parcours d'accompagnement donc pour apprendre à investir qui vont être thématiques. On a différents types de sujets. Aujourd'hui, on s'adresse aux femmes. Alors, bien sûr, c'est pas officiellement fermé aux hommes, mais on s'adresse aux femmes pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a ce constat de départ de voir en fait tout simplement les chiffres. Aujourd'hui, seulement 23% des femmes investissent. On est sur à peu près 40% des hommes qui investissent, donc à peu près moitié moins. Donc, l'enjeu derrière, c'est de se dire comment on fait pour créer aussi un espace, puisqu'aujourd'hui, l'essentiel de l'éducation financière, même si elle se veut neutre, finalement, elle s'adresse essentiellement aux hommes. Donc là, c'est plutôt créer un autre espace de conversation pour ouvrir la conversation entre femmes et permettre aussi de résorber ce qu'on appelle le gender investing gap. Donc en fait, c'est vraiment cet écart que je mentionne d'accès à l'investissement. Pour revenir sur les raisons, alors c'est assez long, hein, je vais faire très très court, mais c'est multifactoriel, comme beaucoup de sujets qui sont finalement des sujets sociologiques, hein, c'est pas seulement un sujet financier, on est à la croisée de sujets de société. Une des premières raisons, c'est tout simplement les inégalités salariales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mathématiquement, factuellement, les femmes ont moins d'argent pour investir. Et puis après, il y a d'autres ressorts qui sont plus de l'ordre du psychologique ou du culturel, et notamment qui sont liés à l'éducation qu'on reçoit. Aujourd'hui, on continue de donner une éducation genrée sur les sujets d'argent à nos enfants, même si on ne s'en rend pas nécessairement compte. Et tout ça s'inscrit aussi, si je devais dire une dernière raison, dans un écosystème en fait aujourd'hui qui fait que les produits financiers historiquement ont été pensés par des hommes pour des hommes. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Et justement, dans cet écosystème et dans ce que vous faites, il y a forcément des success stories dans tout ce que tu as fait depuis 2 ans. Est-ce que tu as quelques exemples à nous partager avec une personne X, Madame Dupont, qui est venue vous voir et finalement en fait a été très satisfaite de ce que vous avez réalisé comme prestation avec elle? Alors, une histoire que j'aime bien raconter, c'est une de nos clientes qui, en fait, était venue nous voir en se disant, bon, est-ce que j'ai besoin de me former ou est-ce que je vais voir directement quelqu'un qui va me conseiller? Parce que nous, on a des métiers complémentaires, nous, on fait de l'éducation financière, on ne donne pas de conseils financiers. Et donc, parfois, nos apprenantes vont avoir cette idée de se dire, je vais me former d'abord, ce qui va permettre de se sentir un peu sur un pied d'égalité avec des interlocutrices financiers. Et puis ensuite, j'irai voir quelqu'un qui va me conseiller pour me dire concrètement qu'est-ce que je vais faire comme placement. Et en fait, elle nous a dit finalement à la fin du parcours, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin, que je me sentais suffisamment en confiance pour pouvoir faire mes propres choix financiers. Et ça, c'était un retour qui est extrêmement gratifiant parce qu'en fait là, on se rend compte qu'on va au bout de notre mission, qui est vraiment qui va bien au-delà. Et ça, j'aime bien le rappeler. Investir, c'est bien au-delà de chercher simplement à gagner de l'argent. Bien sûr qu'il y a cette notion-là, mais derrière, la dimension est beaucoup plus large. C'est aussi un sujet de développement personnel, un développement personnel financier. Les études le prouvent, on gagne confiance en soi. Ça permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, de mieux comprendre l'économie, le monde dans lequel on vit. Et puis aussi d'avoir de l'impact. Et ça, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, nous, chez FMK. C'est aussi, on aime bien dire avec mon associé que investir, c'est comme un deuxième bulletin de vote, un bulletin de vote économique, parce qu'en fait, c'est décider où va notre argent et dans quelle direction on le met. Et justement, avec FMK, vous œuvrez et vous luttez contre les inégalités. Aujourd'hui, tu as donné des statistiques avec 23% des femmes qui investissaient, contrairement à quasi le double chez les hommes. Selon vous,
vers quelle direction le marché avance. Peut-être que c'est difficile de prédire, mais peut-être que on peut parler des chiffres dans lesquels vous projetez avec FemCap. Où est-ce qu'on va dans 5 ans, dans 10 ans à peu près, sans parler forcément de chiffres, mais vers quelle tendance on va? Est-ce que c'est plutôt positif pour la lutte contre les inégalités, ou c'est plutôt inquiétant, ou c'est plutôt flat? Alors, sur le sujet des inégalités économiques femmes-hommes au sens large, la difficulté qu'on avait jusqu'à récemment, c'est que finalement on pensait ce sujet-là uniquement avec le prisme des inégalités salariales. Donc en fait, c'était ce qui est un peu problématique, parce qu'en fait la question des inégalités économiques est beaucoup plus large, et notamment elle inclut cette question d'inégalité d'accès à l'investissement. Donc si on regarde que les inégalités salariales, on serait tenté de ne pas être très très positif, parce que finalement on avance et on recule, c'est 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Finalement on en parle beaucoup, mais quand on regarde les chiffres, dans les 5-6 dernières années, on est en totale stagnation. Après, moi j'aime bien essayer de garder plutôt du positif, et donc ce que je constate quand même, c'est que ce sujet-là, notamment le sujet de l'accès à l'investissement, le fait de prendre plus en main ses finances personnelles, est un sujet qui prend vraiment une ampleur conséquente en France, qui arrive, c'est sûr que si on regarde du côté des pays anglo-saxons, aux États-Unis, ça fait 10 ans qu'on s'en préoccupe. Après, je pense que c'est difficilement comparable. On est dans des économies très très différentes. On a un État-providence très fort en France, un rapport à l'argent extrêmement différent. Mais on voit les choses changer, notamment avec l'impact des changements professionnels, et le fait est qu'il y ait une vague de personnes qui veulent se réinventer professionnellement, et tout ça a fait naître des nouvelles interrogations sur la question notamment de l'émancipation financière et de la liberté financière. Donc je pense qu'on est en tout cas dans un moment charnière où ce sujet-là est en train de prendre une ampleur, et notamment si on revient sur le sujet même du féminisme, la question financière, elle a été impensée au tout départ de la pensée féministe, et aujourd'hui elle est en train progressivement d'intégrer, c'est lent, mais on est plusieurs voix à s'élever, on n'est pas les seuls avec FemCap, c'est un mouvement qui est beaucoup plus large. En tout cas, bravo pour ce que vous faites avec FemCap pour la lutte contre les inégalités. On espère au nom de l'équipe partager que ça sera quasi inexistant, et ça sera inexistant tout simplement. Après cette belle discussion, je peux peut-être te proposer un café si ça te dit. Avec grand plaisir. Super, alors c'est parti pour la minute café. Et voilà les cafés. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors Hélène, pour cette minute café, on a quelques questions pour toi. Ma première question concerne ton film préféré, ou le film qui t'inspire le plus en ce moment. Alors c'est pas forcément en ce moment, mais en général, j'aime beaucoup. J'avais eu un coup de cœur pour la leçon de piano de Jane Campion, parce que c'est un film, comme on dit, female gaze, donc qui a été, c'est le premier film qui est female gaze, donc qui a été pensé du point de vue des femmes, et j'ai trouvé que ça a changé profondément la perspective quand on le regarde. Alors pour ma deuxième question, quel est ton livre préféré ? Alors, vraiment mon livre préféré de tous les temps, c'est L'Art de la joie de Sapienza, qui se passe en Sicile. Donc, j'ai à la fois un coup de cœur pour l'Italie, et c'est une héroïne qui est extrêmement inspirante et extrêmement moderne pour son époque. Super. Et pour ma troisième question, avant-dernière question, tu as forcément des créateurs ou des créatrices de contenu que tu suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Oui, alors moi je suis beaucoup sur LinkedIn, comme beaucoup d'entrepreneurs je pense. Donc j'aime beaucoup, en créatrice de contenu, j'aime beaucoup Manon Tournant, qui parle notamment de la question des émotions dans le monde du travail. Moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis aussi le fondateur de Scalesia, Benoît Dubos, qui produit beaucoup de contenu autour de l'entrepreneuriat, avec un parler très franc, qui est plein de valeurs. Et depuis mes débuts en tant qu'entrepreneur, ça m'apporte vraiment beaucoup. Ouais. Et justement, en parlant d'entrepreneuriat, tu as forcément des conseils à donner, même si ça fait pas 20 ans que tu as entrepris, tu as sûrement eu pas mal d'expérience avec ces 2 années d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous partager quelques conseils, quelques tips pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et entrepreneuses ?
Alors, je dirais peut-être, moi, la première chose, c'est qu'on dit souvent que le plus dur, c'est de se lancer dans tout, dans les projets, etc. Mais en fait, ce que j'ai observé en entrepreneuriat, que le plus dur, finalement, c'est de continuer et de rester régulière. Notamment, on parlait de créateurs, créatrices de contenu tout à l'heure. En fait, généralement, il y a un peu l'euphorie du lancement. On lance un compte Instagram, on lance un podcast, on commence à publier sur LinkedIn, on commence à faire plein de choses. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, là, encore une fois, c'est qu'à l'échelle de mes 2 ans d'expérience, mais la régularité, on dit souvent la discipline dépasse la motivation, mais vraiment de mettre en place une vraie routine, des process, une discipline qui fait que on va garder une continuité. Moi, par exemple, sur LinkedIn, j'ai commencé à poster il y a à peu près 1 an maintenant, et vraiment, toutes les semaines, je vais poster au moins 2 fois par semaine. Et en fait, la régularité, pour moi, c'est un des éléments clés. Et c'est vrai qu'à court terme, c'est parfois décourageant. Mais sur le long terme, c'est vraiment une notion clé qui est la notion des intérêts composés, dont on parle beaucoup en investissement. Et je trouve que c'est vrai partout dans la vie, et notamment dans la création de contenu. Et quand on fonde des boîtes qui sont beaucoup basées sur le fait de créer du contenu avec de la valeur, d'apporter de la valeur autour de soi et à ses clients ou clientes potentiels, je pense que c'est quelque chose de clé. Donc la rigueur et la discipline. Oui, la régularité aussi. Je pense que c'est important. Et puis après, je pense aussi, je dirais en dernier conseil, investir sur soi. Enfin, nous on parle beaucoup d'investissement, mais moi, ces 2 dernières années m'ont vraiment fait prendre conscience de l'importance de se voir comme un capital, et de faire attention à son niveau d'énergie, à ce qu'on met entre guillemets dans la machine, hein, même si c'est un peu caricatural de dire ça, mais ce que l'on va lire, les formations qu'on va faire, le fait de se faire accompagner par des coachs, etc., de faire du sport. Moi, la première année, j'ai oublié tout ça, j'ai pas du tout fait assez attention à moi, et j'ai pas du tout assez investi sur moi, en quelque sorte, et pourtant on dit souvent l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon, et en fait ça se joue dans le temps long, et ça c'est très très important. Merci pour ces précieux conseils. Alors nous aussi on espère que ce marathon durera longtemps pour vous, et aussi pour la chaîne YouTube Parler Partager. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Hélène. En tout cas on mettra les liens de ta société dans la description de la vidéo. Comme ça, on peut te retrouver également sur LinkedIn et les différents réseaux. Alors, on arrive à la fin de ce podcast et je te remercie à nouveau d'être là aujourd'hui. Et n'oubliez pas, pensez à liker, commenter, partager. On est également disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, en parler, c'est partager, c'est en partageant qu'on en parle. En parler, c'est partager, c'est en partageant qu'on en parle.